Radio Rivage présente Les politiques face à la question sociale, une émission présentée par Daniel Delamotte. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Les politiques face à la question sociale. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Joël Labbé qui nous avait déjà accordé une interview en août dernier. Joël Labbé qui était sénateur du Morbihan et qui nous fait l'amitié de réagir sur ce qui se passe actuellement en France, la crise du monde agricole. Je vais l'interroger sur à la fois sa vision, la sortie de crise et aussi les déclarations du Premier ministre Gabriel Attal. Bonjour Joël Labbé. Bonjour Daniel et bonjour à tout le monde à Radio Rivage. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, comme je le disais en entretien introductif, la France vit une crise du monde agricole. Elle n'est pas nouvelle. Et je voulais vous faire réagir sur la phrase introductive de Gabriel Attal vendredi. La France sans l'agriculture, ce n'est plus la France. Il nous faut déverrouiller, libérer, simplifier. Qu'en pensez-vous, Joël Labbé ? Oui, j'ai entendu ça et ça m'a fait tout drôle d'entendre ça. Parce qu'il a aussi dit qu'il comptait mettre l'agriculture au-dessus de tout. Ça, ce sont des paroles démagogiques parce que l'agriculture doit aussi composer avec le reste, notamment avec l'environnement, avec la biodiversité, avec le climat. Alors, moi, je me rends compte, pour avoir travaillé sur les questions agricoles pendant mes 12 ans de mandat parlementaire, comment fonctionnaient les choses. Alors, il y a une crise, mais une crise attendue et qui a même attendu trop longtemps parce que depuis longtemps, une partie du monde agricole, du monde paysan souffre énormément. Le taux de suicide chez les paysans, j'ai participé à une mission d'information à ce sujet, c'était encore il y a 2 ans ça. Pour moi, les mesures qui convenaient n'ont pas été prises parce qu'on a en place un modèle agricole où les tenants de ce modèle, quoi qu'il arrive, veulent le faire perdurer. Les tenants et à l'appui des politiques dont les différents ministres de l'agriculture. Je pense vraiment, aujourd'hui, là, c'est plus les petites phrases qu'il faut, c'est comment on fait pour faire évoluer le monde agricole vers une agriculture qui soit respectueuse des équilibres environnementaux et de la biodiversité, mais aussi qui nourrisse la population, tout en nourrissant et en permettant des revenus décents au monde agricole. Au sujet des revenus, une partie importante des agriculteurs touchent des revenus très très bas et que c'est absolument scandaleux par rapport aux heures de travail qu'ils font, aux responsabilités qu'ils ont. Mais il y a une autre partie des agriculteurs dont on parle peu, qui eux ne sont pas à plaindre du tout et ce sont pour la plupart ceux-là qui sont à la manœuvre. Ils sont à la manœuvre en lien avec l'industrie agroalimentaire, avec la grande distribution, qu'on le veuille ou non, et puis aussi avec les industries chimiques des pesticides et des engrais. Il y a tout un système qu'on veut faire perdurer et qui est mortifère pour le monde agricole. Oui, en fait, vous parlez de rapport de force. Voyez-vous, par rapport à la déclaration du Premier ministre, on parlait beaucoup c'est une bonne communication, mais effectivement, on a l'air d'oublier le fond et aussi peut-être à nouveau les rapports de force et tous les ressorts de la problématique. Tout à fait. Alors, on parle beaucoup et heureusement des traités de libre-échange. Alors évidemment, les traités de libre-échange nous permettent d'exporter, mais nous obligent aussi à importer. Et c'est là où on en parle maintenant, les moutons néo-zélandais, du lait qui vient un peu partout et au-delà de l'Europe, c'est absolument anormal. Alors moi, je suis pas le seul, on a travaillé sur la notion de projets alimentaires territoriaux. Ils ont été plus ou moins mis en place, mais on n'a pas été pris au sérieux. Le projet alimentaire territorial fait en sorte que sur un territoire, à terme, la majeure partie des produits alimentaires consommés sur ce territoire soient produits sur ces territoires. Si on mettait véritablement ça en place avec une réelle volonté politique, eh bien, d'abord, on aurait de meilleurs produits, les produits seraient locaux et les produits bio trouveraient absolument leur place. Dans le cadre de la loi Egalim,
on avait fait du forcing pour faire en sorte que 20% des produits de restauration collective soient en bio et 50% local. C'était au forceps qu'on avait obtenu une majorité, mais comme le gouvernement et les pouvoirs publics étaient à reculons, eh bien c'est pas appliqué alors que c'est la loi. Donc là, il y a véritablement des mesures à prendre. Et là, si on parle du monde agricole bio, qui est en souffrance, eh bien là, il y a de véritables débouchés et qui seront salutaires. Alors, vous nous parlez proximité, relationnel, bien-être animal et aussi bien sûr des personnes. Il y a aussi peut-être un prix plus bas des produits achetés dans un circuit court. Et par rapport aux déclarations du Premier ministre, est-ce que pour lui ce n'est pas finalement impossible de répondre aux questions car il y a une grande diversité dans le monde agricole? Oui, c'est vrai. Alors, tout le monde a remarqué que l'interlocuteur privilégié ou les interlocuteurs privilégiés du gouvernement, si ce n'est unique, c'est la FNSEA oui. et les JA qui sont affiliés à la FNSEA. Oui. Depuis toujours, en fait, l'agriculture est co-gérée par le gouvernement et la FNSEA. Et il se dit d'ailleurs qu'un ministre de l'Agriculture n'est pas nommé s'il n'y a pas le feu vert de la FNSEA. Eh bien, je veux bien le croire, je les ai vus fonctionner, les ministres de l'Agriculture successifs, en dehors de Stéphane Le Foll, qui était ministre de l'Agriculture 2011-2016, lui réussissait à se démarquer et faire avancer des choses, notamment toute la politique vers l'agroécologie. Mais ensuite, tous les ministres se sont mis au pas et on n'a pas réussi à prendre les mesures qu'il aurait fallu prendre. Alors, pour se faire entendre, les agriculteurs disent, voilà, il faut des actions concrètes sur le terrain, notamment les blocages. Et aussi, j'entendais l'autre jour chez un de nos confrères de France Info, un agriculteur qui disait, ben voilà, parfois on est tellement passionné par notre métier qu'il nous manque les mots et que face à eux, il y a des éléments de langage très utilisés par les politiques et qu'ils se sentaient parfois désemparés. Je rebondis par rapport à votre expérience de prise de parole. Vous vous souvenez, nous aviez dit au micro de Radio Rivage, avec beaucoup d'authenticité mais aussi d'émotion, que c'était très difficile de se faire comprendre, d'utiliser des mots qui puissent être à la fois compris mais en même temps ressentis. Parlez-nous de cet aspect du conflit qui est évidemment très important. Effectivement. Bon, ça, je l'ai vécu, je l'ai connu, j'en ai souffert. J'ai travaillé pour améliorer ma manière de m'exprimer et de ce fait d'être entendu et respecté. Mmh. Une partie des agriculteurs, on les entend à la télévision actuellement. Donc il y a les professionnels de l'agriculture qui sont des politiques. Donc ceux-là, ils ont les éléments de langage, ils parlent très facilement. Maintenant, il y a tous les autres qui, avec sincérité, veulent dire leur malaise, leur mal-être. Par contre, effectivement, ils ont des mots maladroits, ils trouvent pas leurs mots parce que c'est pas leur métier. Et c'est vrai que c'est un sujet, ça aussi. Comment porter la parole de ces gens-là. C'est vrai. Alors, au-delà de bien parler, l'important, c'est de savoir s'exprimer. Et ils le font très bien quand ils parlent de la passion pour leur métier, la détresse, vous parliez des suicides. On a vu une agricultrice pleurer à la télévision il y a quelques jours en évoquant voilà un des drames dans sa famille. Et là, ça touche à la fois au cœur et j'ai envie de dire à la raison. Absolument, absolument. Alors, nous parlons de la FNSEA qui effectivement, devient finalement avec des éléments de langage politique et que les agriculteurs finalement se sentent finalement décontenancés et qu'on leur enlève quelque chose, qu'ils ne peuvent pas porter leur voix. Alors, que pensez-vous de la visite de Gabriel Attal, le Premier ministre, dans les fermes et sur le terrain? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez les images? D'abord, en ce moment, ce sont des passages obligés pour lui. Mais je le connais, je l'ai connu, Gabriel Attal, en tant que ministre secrétaire d'État. C'est un brillant. Par contre, c'est un brillant hors sol. C'est pas une accusation, mais c'est comme ça. Lui, comme le président de la République, ce sont des gens hors sol. La vraie vie des gens populaires, ils ne la connaissent pas. Ils l'ont jamais côtoyée. Alors, aller à la rencontre des paysans, c'est absolument nécessaire. Maintenant, son langage qui est très, très, très châtié, il parle vraiment très, très bien. Il sait dire les choses. Maintenant, quand on creuse un peu, ça parle pas vraiment.
c'est une des raisons aussi pour lesquelles sa parole il l'a donnée pour les satisfaire, pour calmer tout le monde, que chacun rentre à la maison et se mette au travail. Ça n'a pas porté. Pourtant, il y a eu des mesures qui ont été annoncées. Ça n'a pas suffi parce qu'ils ne se sentent pas entendus, pas véritablement écoutés. Et puis, ça fait de nombreuses années qu'ils attendent des actions et des réponses. Oui. Donc, oui, absolument. Et c'est évidemment très, très désespérant. Alors là, le mouvement de colère ne faiblit pas et il est question de bloquer la capitale lundi. Qu'en pensez-vous, Joël Labbé ? Alors, je me dis qu'il faut toujours faire attention à ne pas sombrer dans la violence. Mais ça pourrait arriver. Ce que je souhaite, c'est que leurs actions, à un moment, qui sont nécessaires. Paris, c'est symbolique. Tout se passe à Paris, Bruxelles, Paris. Donc eux qui s'en sentent victimes, eh bien, qui veulent encercler Paris, ça peut se comprendre et symboliquement, c'est fort. Maintenant, il ne faudra pas, si ça dure, que la population parisienne qui n'y est pour rien paye aussi les pots cassés. Mais c'est véritablement pour se faire entendre. Mais se faire entendre, pour moi, ça va pas être avec dire on vous donne de l'argent. Pour moi, ça ne suffit pas. Tant que ce système d'une agriculture ultra-libérale, capitalistique, n'est pas remis en question, eh bien, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les agriculteurs parlent très peu d'argent. Ils parlent de passion de leur métier, aussi de conditions matérielles et d'organisation de vie, mais on ne les entend pas parler argent. C'est vrai. C'est vrai. Et ça c'est symptomatique. Le cœur de leur travail, c'est pas de gagner du fric. C'est leur travail parce que ce sont des métiers de passion. Bien faire leur travail, mais par contre vivre décemment de leur travail. Oui. Et c'est véritablement là où est le problème. Mais je le répète quand même, il y a une partie des agriculteurs qui n'est pas à plaindre et qui tire bien les marrons du feu par rapport à. Et là, je tiens à le dire parce que j'en connais. Mais il y a aussi beaucoup d'agriculteurs, y compris des agriculteurs adhérents à la FNSEA, qui sont en mauvaise situation, en mauvaise posture et qui méritent d'être aidés. Alors, il y a des disparités sur le territoire français. Alors, on parle du monde agricole, mais on pourrait parler aussi d'autres professions. Et donc, c'est très difficile, finalement, d'avoir alors une vision, non, mais d'apporter des réponses qui satisfassent les uns et les autres et sur lesquelles on pourrait aboutir à une unité, une cohérence du pays. Oui. Parce que, en fait, on est dans une telle situation qu'il faudrait révolutionner les pratiques agricoles et de dire que de toute façon il y aura pas un seul modèle, différents modèles devront couvrir le territoire, en particulier un modèle agriculture paysanne sur les territoires dont l'objectif est de nourrir les populations du territoire. Mais ça, on sait que certains ne veulent pas entendre parler de ça parce qu'il y a toujours le lien importation-exportation. Et aussi l'industrie agroalimentaire, c'est son fonds de commerce, donc ils y tiennent également et tout est verrouillé. Alors, la mise en place d'une agriculture paysanne, ce qui est demandé par la Confédération paysanne depuis longtemps, le lien entre les territoires et la population des territoires, les villes des territoires, qui est un lien direct pour une alimentation de proximité, qui ne soit pas exclusive, bien entendu, mais on peut énormément améliorer les choses. Je reviens à la restauration collective, appliquer la loi de telle sorte que ce soit que les 20% bio et les 50% locaux soient appliqués avec force, que les collectivités soient aidées pour le faire. Voilà, donc pour quelques exemples. Oui, des pistes. Alors, il faut dire aussi que la problématique de l'inflation a accentué certaines situations, a précipité certains agriculteurs dans des difficultés financières encore plus grandes. Ça aussi, ça a impacté depuis quelques mois. Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a un problème général. Vous parlez d'inflation. Il y a la question du pouvoir d'achat des consommateurs. Oui. Alors, dans la mesure où il est diminué, là aussi, c'est un fait de société. L'alimentation passe après des tas d'autres choses. Donc, quand on voit
les coûts de la téléphonie domestique, par exemple, face à l'alimentation, le fait de se nourrir n'est plus quelque chose de prioritaire. Et ça, donc ça, c'est dans la culture actuelle, il va falloir le retravailler, évidemment. Parce que, alors, il y a la question du coût des produits bio. Certains disent les produits bio, ils sont à des tels prix qui sont réservés à des consommateurs qui ont les moyens, hein, souvent bobos et autres. Plein de gens souhaiteraient consommer des produits bio. Ils sont un peu plus chers, mais pas démesurément plus chers. Sauf ceux qui sont dans la grande distribution, où la grande distribution surmarge sur les produits bio. Ça, par exemple, c'est scandaleux. Alors, oui, pardon, poursuivez, je vous en prie. Ouais. L'autre aspect, c'est les coûts les coûts de production. L'agriculture bio, l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle a des externalités négatives sur la reconquête de la qualité de l'eau. C'est pas eux qui payent. Sur la qualité du sol, c'est pas eux qui payent. La qualité de l'air, la santé humaine, la pollinisation, la biodiversité. Tout ça, il y a des impacts négatifs qui sont pas pris en compte. Si ces coûts-là étaient mis dans la balance, à la faveur de l'agriculture biologique, qui préserve l'eau, qui préserve le sol, qui préserve le climat, qui préserve la santé humaine, qui préserve la biodiversité, eh ben, ça permettrait d'équilibrer les choses et de faire en sorte que de plus en plus d'agriculteurs souhaiteraient aller vers une transition vers l'agriculture bio. On en est loin parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à une régression inverse. Alors, vous me dites une chose très, très marquante, c'est que les Français, finalement, rognent sur leur budget alimentation et que finalement, ça passe après d'autres factures, notamment téléphone, médias, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé, Joël Labbé, à un non-sens? C'est-à-dire que pour vivre, il faut boire et manger, si on revient à des choses de base, et qu'il est comme assez stupéfiant de voir que finalement les Français, parce qu'on parle de notre pays, donc font leurs courses dans un grand magasin, pour ne citer aucun, où à la fois ils peuvent acheter de la nourriture, du loisir, des vêtements, des produits ménagers. Qu'en pensez-vous? C'est la grande distribution dans toute sa splendeur. On y trouve de tout. On y trouve de tout. Avec une communication énorme qui trompe les gens sur les produits d'appel, sur toutes ces choses-là, et qui pousse à consommer, évidemment, parce que quand on y entre, eh bien, il faut qu'on consomme le plus possible pour l'intérêt de la grande distribution. Tout ça, c'est super organisé. Oui. Ils sont forts véritablement. Oui. Alors, ça éloigne. Oui, allez-y. Un autre sujet concernant la grande distribution, les équilibres au niveau des achats des produits alimentaires, avec la loi Egalim sur laquelle on a travaillé, où il est interdit d'acheter de vendre en dessous du coût de production. Ça, c'est pas appliqué. Alors maintenant, on s'en rend compte, le ministre de l'économie dit je vais sanctionner, je crois que c'est 3 enseignes qui vont être sanctionnées par ce. Mais c'était la loi. Il n'y a pas besoin d'attendre une crise pour qu'ils soient sanctionnés, qu'on les mette véritablement ou pas. Parce que c'est ça, ouais. Mais pardon, allez-y, Joël Labbé. Non, autant de sujets qui font que on ne peut que comprendre la colère du monde agricole, que je crois qu'elle ne va pas s'éteindre comme ça, que j'espère, il y a des crises qui sont nécessaires pour faire avancer les choses. Alors j'espère qu'elle va pas être coulée dans l'œuf, qu'elle ne va pas être éteinte dans l'œuf, et que des mesures véritables de transition vont être prises. Pour le moment, on n'en prend pas le chemin, mais dans la mesure où les agriculteurs continuent. Donc, on a beaucoup entendu la FNSEA et les JA jusque-là dans les manifestations. Oui. D'abord, on se rend compte que maintenant, il y a une partie de la base, y compris ceux qui sont adhérents à la FNSEA, qui n'écoutent pas les instructions de la FNSEA. Et d'autre part, il y a un syndicat qui prône l'agriculture paysanne, qu'on a peu entendu jusque-là, c'est la Confédération paysanne, et qui veut monter aussi au créneau pour dire que nous aussi, nous non plus, on n'est pas contents, mais on a un autre projet à proposer. Et ils seront d'ailleurs, pour les gens du coin, et sur le rond-point de Tréalvé, je crois, mardi midi, pour faire savoir à la population quelles sont leurs problématiques et quelles sont leurs attentes et leurs souhaits.
Oui, alors en fait des solutions qui pourraient venir, en tout cas des pistes d'action qui pourraient venir de regroupements locaux, qui puissent aussi porter la voix de ceux qu'on n'entend pas suffisamment, une crise qui dure, et puis aussi un ressenti chez les agriculteurs de ne pas être suffisamment accompagné, c'est-à-dire que vous dites voilà, il y a des lois qui ont été prises et on attend une crise pour voir que ce n'est pas appliqué, pour finalement y prêter attention. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être assez désespérant pour les agriculteurs. Oui, d'autant plus que les agriculteurs, par définition, plus encore maintenant, sont solitaires dans leurs champs, dans leurs étages. Et c'est extrêmement anxiogène pour eux de continuer à aimer leur travail, de se rendre compte que le travail ne les nourrit pas, qu'ils ne sont pas entendus. Alors on voit et on comprend pourquoi ils se retrouvent là, sur les autoroutes, sur les ronds-points, pour dire ça suffit, ça ne peut plus durer. Et maintenant, ça va aller vers Paris. C'est une nécessité et j'espère qu'ils seront vraiment, vraiment entendus et qu'on avancera vers une évolution du modèle agricole. Une nécessité, vous nous dites, Joël Labbé, d'aller porter la voix finalement devant les ministères, devant les lieux de pouvoir où tout se décide, et pour permettre à chacun de sortir de cette crise qui, encore une fois, n'est pas nouvelle. Alors, une dernière question, Joël Labbé, vous avez grandi dans la ferme de vos grands-parents. Quel ressenti vous avez aujourd'hui au bout de ces jours et ces jours de crise? Quel souvenir vous pouvez partager avec nos auditeurs? Une impression, un souvenir d'enfant heureux à la campagne, où sans doute il y avait déjà des difficultés, mais peut-être différentes d'aujourd'hui. Partagez avec nos auditeurs une émotion. D'abord, initialement, c'était la ferme de mes grands-parents, qui est devenue la ferme de mes parents, dans laquelle j'ai grandi avec mes deux frères et avec les copains enfants de paysans du coin. Une enfance extrêmement heureuse, laborieuse, parce que dès qu'on pouvait aider à la ferme, on y allait. C'était une agriculture difficile, extrêmement difficile. Heureusement qu'il y a eu du progrès, mais avec ce progrès, il y a eu les méfaits du progrès qui sont arrivés, notamment avec la chimie. Et les remembrements qui sont arrivés et tout ça. Et alors, je crois qu'il faut renouer avec la logique de cette époque-là. Non pas pour revenir au temps de la chandelle, mais remettre en place l'agronomie, remettre en place on parle maintenant de remettre des haies en place, subventionner même quand les démolitions de haies ont été subventionnées dans les années 60. On a connu tout ça. Voilà. Que je pense, d'abord, j'ai un excellent souvenir de tous les temps de mon enfance à la campagne, un énorme respect pour les gens de la campagne et pour les paysans, et un vif souhait qu'on revienne à une agriculture respectueuse de l'environnement et respectueuse aussi des personnes qui y travaillent. Des mots forts, oui, des mots très forts, et puis aussi peut-être revenir à du bon sens. Tout à fait, le bon sens. Le bon sens. Joël Labbé, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci pour nos auditeurs, toujours très passionnant de vous entendre. On apprend beaucoup de choses, beaucoup d'émotions aussi dans votre voix. Merci à Marie-Noël de m'avoir aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage, qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Merci encore Joël Labbé, belle journée à vous. Merci à vous, à bientôt, belle journée, et puis en espérant que les choses évoluent dans le bon sens. Oui, que les choses évoluent dans le bon sens. Au revoir Joël Labbé. À bientôt, chers auditeurs, pour mon émission Les politiques face à la question sociale. C'était sur Radio Rivage, Les politiques face à la question sociale, une émission animée par Daniel Delamotte.